Je m'appelle Hélène. J'ai 61 ans et je vis seule dans un petit village aux portes de Paris. Pendant 2 semaines, mon fils David n'a pas répondu au téléphone. Au début, j'ai cherché des raisons raisonnables. Un portable déchargé, un service prolongé, une zone sans réseau. Mais les jours ont filé, l'un après l'autre, et le silence est devenu une pierre dans ma poitrine. Le 15e matin, sans prévenir personne, j'ai pris le premier car pour Lyon. 3 heures de route, les yeux collés à la vitre, les doigts crispés sur le ticket, comme si c'était une bouée. Je me répétais qu'il fallait rester calme, mais mes mains tremblaient, et chaque virage me donnait la nausée. Quand je suis arrivée à la gare routière, la lumière déclinait. J'ai traversé la ville jusqu'à la petite copropriété où vivaient David et mon petit-fils Mathieu. J'ai gravi la ruelle pavée que je connaissais par cœur, celle que j'avais empruntée tant de fois pour venir les embrasser le dimanche. Pourtant, cette fois, chaque pas s'est fait lourd, comme si j'entrais dans un mauvais rêve. Je me suis arrêtée devant leur porte en bois. J'ai frappé doucement d'abord, puis plus fort. « David! Mathieu! » Ma voix s'est cassée dans l'air froid. Pas de réponse. Par réflexe, j'ai posé la main sur la poignée, juste pour vérifier. La porte a tourné sans résistance. Elle n'était pas verrouillée. Le cœur m'a bondi dans la gorge. David ne laissait jamais la porte ouverte, encore moins quand Mathieu était à la maison. J'ai poussé, retenant mon souffle, comme si le moindre bruit pouvait faire éclater quelque chose d'invisible. La scène du salon m'a glacée. Tout était sens dessus-dessous, comme après une dispute. Le canapé avait été déplacé de travers, traînant un sillon sur le parquet. Une tasse en porcelaine gisait brisée en 1000 éclats. Une auréole de café, déjà sèche, marquait le plancher d'une tache brune. J'ai enjambé les morceaux à pas minuscules, de peur de couper ma chaussure, de peur surtout de découvrir pire encore. Dans la cuisine, la bonbonne d'eau était couchée. Des bouteilles vides roulaient sans bouchon. Il y flottait une odeur de renfermé, de sueur et de silence. J'ai pris l'escalier, un barreau après l'autre, comme si je traînais un bloc de pierre. Mon cœur battait si fort que j'en avais l'oreille bourdonnante. Le bureau de David était vide, sa chambre, impeccable, mais sans trace de vie, le lit encore fait. Alors j'ai poussé la porte de la chambre de Mathieu. « Mathieu, où es-tu, mon chéri ?» Rien ne m'a répondu. Je suis restée plantée au milieu, regardant ses briques de construction, son vieux ours en peluche, ses petites voitures alignées. Une douleur aiguë m'a traversée. C'est à ce moment-là qu'un bruit a gratté sous le lit. Un froissement sec, comme une bouteille en plastique qui roule sur le bois. Mon dos s'est hérissé. J'ai voulu me pencher, mais mes jambes étaient soudées au sol. J'ai reculé, la main agrippée au coin du bureau pour ne pas tomber. « Mathieu ?» Le silence a répondu. Le silence est ce petit crissement qui revenait, obstiné, comme un avertissement. La panique a pris le dessus. J'ai dévalé l'escalier et, sur le trottoir, j'ai composé le 17. Il m'a fallu m'y reprendre 3 fois, tant mes doigts tremblaient. Mon fils a disparu. Cela fait 2 semaines. Et il y a un bruit. Sous le lit de mon petit-fils, les mots s'étranglaient dans ma bouche. J'ai seulement su demander qu'on vienne vite. Moins de 10 minutes plus tard, les gyrophares bleus ont lavé la façade. J'ai conduit les 2 policiers jusqu'à la chambre de Mathieu, le doigt pointé vers le lit. « Là-dessous ?» ai-je murmuré. Le plus jeune s'est agenouillé. « Il y a quelqu'un ?» a-t-il appelé d'une voix ferme.
La pièce s'est emplie d'un silence si dense qu'il coupait le souffle. Alors, d'un même geste, ils ont soulevé le sommier. Et je l'ai vu. Mathieu était recroquevillé sous le lit, blême, les cheveux plaqués de sueur, son t-shirt sale collé à sa peau. Il serrait contre lui une bouteille d'eau vide, comme s'il s'agissait d'un talisman. Ses yeux grands ouverts regardaient au travers de moi, sans me voir, fixés sur un monde où je ne pouvais pas entrer. Je suis restée pétrifiée, les policiers aussi. Je suis tombée à genoux, les bras tendus sans oser le toucher. « Mon petit » ai-je soufflé. Il n'a pas cligné, pas bougé. Seulement sa main crispée sur le plastique froissé. On l'a emporté en urgence à l'hôpital de Lyon. Dans la voiture, je lui éventais le visage avec un papier trouvé sur la table, lui tapotais doucement l'épaule. « C'est mamie, je suis là !» Il demeurait statue, la pupille fixée dans le vide. À l'arrivée, on l'a prise en charge tout de suite. Je suis restée dehors, collée à la vitre du box, à regarder tourner les blouses. Des mots ont surgi dans l'air. Pas de lésions externes. Dénutrition sévère. Déshydratation, état de choc. Chaque mot était un coup de poignard. Quand on m'a laissé entrer, Mathieu avait une perfusion, le bras maigre attaché à un ruban. Ses yeux restaient ouverts, mais il ne me trouvait pas. J'ai pris sa petite main glacée. « C'est mamie, mon cœur. Réveille-toi un peu. Dis-moi un mot. » Rien. J'ai senti mes larmes tomber, chaudes sur son drap. La police est revenue, avec ses carnets. Un jeune officier s'est assis près de moi. « Madame Hélène, quand avez-vous parlé pour la dernière fois avec David ?» J'ai secoué la tête. « 2 semaines. J'ai appelé le matin, le soir, laissé des messages. Il m'appelait toutes les semaines d'habitude. Jamais il ne s'éclipse ainsi. » L'officier notait, hochant gravement. Puis il est allé parler au médecin. Je l'ai entendu chuchoter. Choc post-traumatique. Ces mots ont psé comme une pierre sur ma poitrine. Qu'avait vécu mon petit pour se recroqueviller sous un lit et agripper une bouteille vide jusqu'à l'obsession? Cette première nuit, je ne me suis pas levée de sa chaise. Par moments, Mathieu se dressait d'un bond, yeux exorbités, comme pour crier, mais aucun son ne sortait. Je le berçais contre mon épaule, lui chantais à mi-voix la vieille berceuse que je fredonnais jadis à David. Son front ruisselait. J'épongeais goutte à goutte avec un linge tiède. Une psychologue est venue, jeune femme à la voix douce. Elle s'est assise près du lit. « Mathieu, veux-tu me dire quelque chose? Sur ton papa? Sur ce que tu as vu? » Mon petit a serré son ours, a baissé les yeux. Pas un mot. J'ai demandé, presque supplié. « Vous croyez qu'il reparlera? » Elle m'a regardée avec compassion. « Il a besoin de temps. Le choc a été trop grand. Il s'ouvrira. Mais pas aujourd'hui. » Le mot temps me paraissait cruel, parce que pendant ces 15 jours, j'avais vécu l'attente goutte par goutte. Le premier jour, j'avais composé le numéro de David assise à ma table de cuisine, la radio soufflant un air ancien. Ça avait sonné, puis coupé. Le soir, j'avais envoyé un texto bref. « Ça va, mon fils? » Pas de réponse. Le lendemain, j'avais recommencé, à l'aube, à midi, à minuit. J'avais laissé des messages. « David, rappelle-moi. Je m'inquiète. » Le vide. J'avais appelé le fixe de l'appartement. Sonnerie interminable dans une maison vide. J'avais écrit à Mathieu sur l'application qu'il utilisait pour m'envoyer des dessins. « Mon petit, appelle mamie. » Le message était parti, mais pas de coche bleue.
Ce garçon de 8 ans m'avait toujours répondu si vite. Alors j'avais composé les numéros des collègues, des amis. On ne l'a pas vu de la semaine, m'avait dit l'un. Je pensais qu'il était en congé. Un autre. Chez les voisins, personne n'avait rien remarqué, sinon une vieille dame d'en face. La nuit de l'orage, la lumière s'est allumée puis éteinte d'un coup. J'ai eu peur d'appeler. Plus je creusais, plus la peur se refermait sur moi, comme un piège. À présent, dans la lumière laiteuse de l'hôpital, Mathieu dormait à moitié, agrippé à son ours, et je comptais sa respiration. J'ai repensé à la dernière fois où j'avais entendu la voix de David. Elle était fatiguée, mais il avait tenté de plaisanter. « Maman, ça va. Beaucoup de boulot, c'est tout. » Je n'avais pas insisté. Assise près du lit de mon petit, je me suis sentie coupable comme jamais. Si j'avais posé plus de questions, si j'avais pris ce quart plus tôt, le 3e matin, alors que j'essuyais les jours de Mathieu avec une lingette humide, mon téléphone a vibré. La brigade de Lyon. La voix du commandant était plus grave que d'habitude. « Madame Hélène, nous avons réexaminé l'appartement de votre fils. Nous avons utilisé du luminol dans le séjour. Il y a beaucoup de traces. » Mon ouïe s'est bouchée, comme si le monde avait soudain basculé dans le coton. Le linge est tombé de ma main. « Du sang ?» ai-je répété d'une voix étranglée. « Nous attendons la comparaison ADN, mais nous craignons d'être face à une scène d'homicide. » À cet instant, Mathieu a serré ma manche, comme s'il avait compris. Ses yeux se sont remplis de larmes, 2 flaques immenses dans un petit visage trop pâle. Et pour la première fois depuis qu'on l'avait sorti de sous le lit, sa voix est sortie, mince, brisée. « Papa est mort !» Le cri s'est fendu dans la chambre comme une vitre qui éclate. Je l'ai pris contre moi de toutes mes forces, et mes larmes ont trempé ses cheveux. « Non, non, mon cœur !» Mais au fond de moi, un gouffre s'ouvrait. Les infirmières seules sont accourues. Le médecin a parlé d'un calmant léger. Les policiers ont annoncé qu'ils passeraient me voir à l'hôpital pour une première déposition. Quand la chambre a retrouvé son calme, Mathieu s'est rendormi, épuisé. Je lui ai caressé les cheveux, promettant en silence de le protéger, quoi qu'il m'en coûte. Le téléphone reposait sur mes genoux, écran noir, mais sa sonnerie fantôme continuait de résonner. Je fixais le plafond, et je savais que quelque chose s'était brisé à jamais. Le commandant devait revenir dans l'après-midi. Il parlait de caméras, de voisins à réentendre, de véhicules à identifier. Moi, je n'entendais plus que la phrase qui avait déchiré mon petit. « Papa est mort !» Je me suis penchée vers lui et j'ai chuchoté « Je suis là, mon trésor, je ne partirai pas, et je te promets que la vérité sortira. » Dehors, la pluie s'est remise à tomber sur Lyon, fine et obstinée, comme pour laver la ville. Rien pourtant n'allégeait. La nuit entrait dans notre vie, et ce n'était que le début. Le lendemain matin, la pluie avait cessé, mais l'air restait lourd, saturé d'humidité. Dans la chambre de l'hôpital, le silence n'était brisé que par le bip régulier de la perfusion qui maintenait Mathieu éveillé à la vie. J'avais passé la nuit sur une chaise, les yeux ouverts, incapable de fermer l'esprit. À chaque fois que mes paupières se fermaient, je revoyais l'appartement saccagé de David, l'ours en peluche abandonné dans un coin, et surtout le regard vide de mon petit-fils, figé sous le lit comme une ombre. Au petit matin, la porte s'est ouverte doucement. Le commandant de police est entré, accompagné d'un jeune officier que j'avais déjà vu la veille. Le premier avait la 50aine, le visage marqué par l'habitude des drames,
les yeux fatigués mais déterminés. Le second, plus mince, paraissait presque mal à l'aise en posant son carnet sur ses genoux. « Madame Hélène », commença le commandant d'une voix basse. « Je suis désolé de vous importuner dans ce moment difficile, mais nous devons avancer rapidement. Pourriez-vous nous raconter dans le détail quand vous avez eu le dernier contact avec votre fils ?» Je pris une grande inspiration. Les mots m'écorchaient la gorge. Cela fait 15 jours. J'ai appelé plusieurs fois. Laissé des messages? Rien. David n'aurait jamais coupé ainsi le lien. Il m'appelait chaque semaine, parfois pour des choses futiles. Me dire que Mathieu avait perdu une dent, qu'il avait cuisiné des pâtes ratées, ou qu'il avait trouvé une vieille photo de nous. Ce silence n'était pas normal. L'officier notait rapidement, hochant de temps en temps. Le commandant me laissa parler, puis il sortit une enveloppe. « Hier soir, nous avons passé la maison au luminol. Les résultats préliminaires indiquent une forte présence de sang dans le salon. Nous attendons la confirmation de l'ADN, mais vous comprenez ce que cela signifie. » Mes mains se crispèrent sur le drap du lit de Mathieu. Je sentais la chaleur de son petit corps à travers le tissu, et pourtant je tremblais de froid. « Vous croyez qu'on a tué mon fils ?» Le commandant ne répondit pas tout de suite. Son silence en disait plus que 1000 mots. Je baissai les yeux. Les images de David, souriant, ses bras entourant Mathieu, revenaient avec brutalité. Comment accepter que cette joie ait pu s'éteindre dans la violence? Le jeune officier se pencha alors vers moi. « Madame, votre petit-fils pourrait détenir des fragments importants de ce qui s'est passé. Il a survécu à quelque chose de terrible. Quand il se sentira prêt, nous aimerions recueillir son témoignage. » Je regardais Mathieu, endormi mais agité, ses doigts serrés autour de l'ours. Je hochais doucement la tête. Je ferai tout pour l'aider à parler. Mais laissez-lui du temps. Le commandant acquiesça. Avant de partir, il ajouta « Nous allons ouvrir officiellement une enquête pour disparition inquiétante et homicide probable. Nous aurons besoin de votre soutien, de vos souvenirs, même les plus insignifiants. » Quand ils sortirent, la chambre retomba dans son mutisme. Je me penchai sur Mathieu et caressai son front. Une larme tomba sur sa joue. Il gémit légèrement, comme s'il avait senti ma peine. Les jours suivants furent une lente agonie. Les médecins nourrissaient Mathieu à petites cuillerées, lui administraient des calmants légers. Il demeurait figé, absent, comme enfermé dans un monde invisible. La psychologue revenait chaque après-midi, avec patience, cherchant à fissurer le mur de silence. Moi, je restais, toujours assise, les mains jointes, à prier en silence qu'il me donne un signe. Au 3e soir, alors que j'essuyais son visage avec un linge humide, mon téléphone vibra. C'était encore le commandant. Sa voix était grave. « Madame Hélène, nous avons découvert un élément nouveau. Grâce à des caméras de voisinage, nous avons repéré une camionnette sombre stationnée devant l'immeuble de votre fils, la nuit de l'orage. Peu après, elle a quitté les lieux avec un chargement suspect. Je sentis mon estomac se nouer. Un chargement? Oui, quelque chose de long, recouvert d'une bâche. Nous travaillons à identifier le véhicule. Je fermai les yeux. L'image se grava aussitôt dans ma tête. Une camionnette dans la pluie, un corps dissimulé sous une toile. Je crus suffoquer. Quand je rouvris les paupières, Mathieu me fixait. Ses yeux étaient rouges, brillants. Sa petite bouche tremblait. Alors, dans un murmure brise, il lâcha. « Papa est tombé. »
Je faillis lâcher la bassine que je tenais. Je me penchai aussitôt. « Qu'as-tu vu, mon ange ?» dis-le à mamie. Mais il secoua la tête et se blottit contre moi. J'ai compris qu'il avait des images enfermées en lui, prêtes à jaillir, mais que la douleur était encore trop forte. Le lendemain matin, 2 enquêteurs vinrent directement à l'hôpital. Ils installèrent une chaise près du lit et, doucement, demandèrent à Mathieu s'il voulait leur dire quelque chose. L'enfant hésita longtemps. Je posai ma main sur son épaule et chuchotai. « Je suis là, mon cœur. Tu peux parler. » Alors, d'une voix basse, saccadée, il commença. Il pleuvait fort. J'étais dans ma chambre. J'ai entendu sonner. Papa a regardé par le judas. Il avait peur. Il m'a dit de me cacher sous le lit. Il m'a couvert avec la couette. Ses doigts tremblaient sur son ours. Des larmes coulaient de ses joues. J'ai vu maman entrer. Avec un monsieur grand, très grand. Il criait. Maman voulait de l'argent. Papa a dit non. Le monsieur a poussé papa. Papa est tombé. Sa tête a cogné la table. Et il y avait de l'eau rouge. Partout. Sa voix s'éteignit dans un sanglot. Il se jeta contre ma poitrine et cria. Papa ne bougeait plus. Je l'ai serré, le cœur transpercé. Les enquêteurs, bouleversés, arrêtèrent leur enregistrement. L'un d'eux déclara d'une voix grave. « Ce qu'il vient de dire est capital. Nous allons poursuivre l'enquête comme un homicide. » Je ne parvenais pas à répondre. Je caressais les cheveux de Mathieu, répétant « Ce n'est pas ta faute. Tu es courageux. » Mais, au fond de moi, je sentais que nous venions d'ouvrir une porte sur l'horreur. Les heures suivantes furent un brouillard. La police partit avec ses notes, promettant de retrouver la femme qui avait brisé nos vies. Moi, je suis restée au chevet de mon petit-fils. Il finit par s'endormir. Épuisé d'avoir sorti ce fardeau, je regardais son visage fragile, ses cils collés de larmes. Je me suis alors souvenue des débuts, quand David m'avait présenté Ariane, sa compagne de l'époque. Elle paraissait si douce, si maladroite mais volontaire. J'avais cru qu'elle rendrait mon fils heureux. Nous avions ri ensemble, cuisiné, partagé des étés. Puis Mathieu était né, un rayon de soleil. Mais avec les années, Ariane avait changé. Les dettes, les cris, la violence. Je me rappelais David, en larmes, me confiant au téléphone. « Maman, je n'en peux plus. Elle crie sur Mathieu pour rien. J'ai peur qu'elle lui fasse mal. » Il avait fini par divorcer. Le juge lui avait confié la garde. J'avais cru à un nouveau départ. Mais voilà qu'elle était revenue, cette nuit-là, accompagnée d'un inconnu, réclamant de l'argent, prête à détruire tout sur son passage. Je posai mes mains sur le drap de l'hôpital et je me fis une promesse silencieuse. David, je trouverai la vérité. Je protégerai Mathieu, quoi qu'il m'en coûte. Le jour décline derrière les vitres. Le commandant revint une fois encore. Madame Hélène, nous avons interrogé une voisine. Elle dit avoir entendu une dispute violente dans l'appartement cette fameuse nuit. Elle a eu peur d'appeler la police. Cela confirme le récit de votre petit-fils. Il s'interrompit, cherchant ses mots. Nous avons aussi appris qu'Ariane avait quitté précipitamment sa résidence de banlieue, il y a 2 semaines. Elle a emporté une valise. Tout indique qu'elle est en fuite. Je sentis mes jambes se dérober. La vérité s'approchait, implacable. Je me suis assise à côté de Mathieu qui respirait doucement. La lumière du couloir filtrait sous la porte, dessinant une bande pâle sur le sol. J'ai serré son ours entre mes mains, comme si c'était lui. La nuit promettait d'être longue. Mais désormais, il n'y avait plus de doute.
Mon fils avait été victime d'un piège, et sa propre mère en était l'ombre terrible. Et moi, j'étais la seule à pouvoir tenir la promesse de justice. Le matin suivant, lorsque j'ai ouvert les yeux sur la chaise de l'hôpital, mes muscles étaient engourdis et mes paupières lourdes. Je n'avais pas vraiment dormi, seulement somnolé par instants, bercé par les bips des machines autour du lit de Mathieu. Mon petit-fils avait passé la nuit relativement calme, mais je voyais à ses traits crispés que les cauchemars ne le quittaient pas. Ses doigts tenaient toujours son ours, avec une force démesurée, comme si ce jouet représentait le dernier lien avec un monde sûr. Je me suis levée, j'ai étiré mes bras raidis, puis je l'ai observé longuement. Il respirait régulièrement, mais ses lèvres bougeaient dans son sommeil, murmurant par instants un « papa » étouffé. J'ai posé ma main sur son front, l'ai embrassé doucement, puis j'ai senti un frisson me parcourir. La journée allait être lourde, je le savais. Vers 10 heures, la porte s'est ouverte. Le commandant et le jeune officier sont entrés. Ils avaient des visages tendus, comme si la nuit leur avait apporté des révélations encore plus sombres. « Madame Hélène, » commence le commandant, « nous avons reçu de nouveaux résultats. L'ADN prélevé dans le salon correspond bien à celui de votre fils, David. » Mon souffle s'est coupé. Même si je l'avais pressenti, l'entendre prononcer ainsi par une voix officielle était un coup de masse dans ma poitrine. « Alors, mon fils est vraiment... » Je n'ai pas pu finir ma phrase. Le commandant hocha lentement la tête, compatissant, puis posa une main lourde sur mon épaule. « Je suis désolé, nous n'avons pas retrouvé son corps, mais les traces sont formelles. Nous devons poursuivre avec l'hypothèse d'un homicide. » Je suis restée immobile, les yeux noyés de larmes, le regard perdu sur les carreaux froids du sol. Tout ce que j'espérais encore venait de s'effondrer. Dans l'après-midi, j'ai accompagné les policiers à la brigade de Lyon. J'avais laissé Mathieu sous la surveillance d'une infirmière, le cœur serré de l'abandonner, même pour quelques heures, mais je savais que ma déposition était nécessaire. La salle de réunion où l'on m'installa était froide, éclairée par une lumière crue. Une grande carte de la ville était étalée sur la table, avec des punaises rouges plantées à divers endroits. Le commandant me demanda de tout raconter. Les appels sans réponse, les messages restés muets, mon trajet jusqu'à Lyon, la découverte de l'appartement. Je parlais d'une voix cassée, chaque détail étant une pierre que je posais sur ma poitrine. Puis le jeune officier sortit une clé USB et lança sur l'écran une vidéo de surveillance. L'image était floue, la pluie brouillant la caméra, mais on distinguait bien une camionnette sombre stationnée devant l'immeuble de David, la nuit de l'orage. Quelques minutes plus tard, elle repartait, quelque chose de long et recouvert d'une bâche à l'arrière. « Nous pensons que ce véhicule est lié à des prêteurs usuriers connus de nos services, » expliqua le commandant. Ariane avait de lourdes dettes. Tout converge. À l'évocation du nom d'Ariane, je frissonnais. J'avais tant espéré qu'elle se reconstruise après le divorce, mais tout indiquait qu'elle avait sombré encore plus profondément. En sortant de la brigade, mes jambes tremblaient. Je repris le bus pour l'hôpital. Assise près de la vitre, je regardais défiler les rues sans vraiment les voir. Les passants pressés, les terrasses bondées. Tout me semblait appartenir à un monde parallèle. Dans ma tête, il n'y avait que l'image de mon fils, gisant, sa tête heurtée, et la voix tremblante de Mathieu racontant la scène. À l'hôpital, mon petit-fils m'attendait, les yeux ouverts. Quand il me vit, il tendit faiblement les bras. Je me suis précipitée pour le serrer contre moi.
Il enfouit son visage dans mon cou, et j'ai senti ses larmes chaudes couler. « Mamie, est-ce que papa va revenir ?» demanda-t-il d'une voix tremblante. Je me suis figée. Comment répondre? Je ne pouvais pas lui mentir, mais je ne pouvais pas non plus l'écraser davantage. Ton papa t'aimait plus que tout, mon ange. Il sera toujours avec toi, dans ton cœur. Il s'accrocha à mon chemisier, hochant la tête. Mais je savais qu'il avait compris la vérité. 2 jours plus tard, une nouvelle visite de la police bouleversa encore un peu plus ma vie. Le commandant entra dans la chambre avec un dossier à la main. « Madame Hélène, dit-il gravement, nous avons retrouvé un document dans le bureau de David. Il s'agit de son contrat d'assurance vie. Savez-vous qui en est la bénéficiaire ?» Je fronçais les sourcils. J'avais un vague souvenir d'une conversation, des années plus tôt, quand David m'avait fièrement parlé de vouloir protéger sa famille. Mais je n'avais pas revu ce papier depuis. « Non, je ne sais pas. » Le commandant posa la feuille devant moi. Mon cœur s'arrêta. Le nom inscrit en toutes lettres était celui d'Ariane. Après le divorce, il n'a jamais changé la bénéficiaire. Si son décès est confirmé, Ariane toucherait une somme considérable. Je restais pétrifiée, les doigts glacés. Tout prenait un sens cruel. Les dettes d'Ariane, sa réapparition soudaine, la dispute, la chute de David. Elle avait vu dans cette assurance une solution à ses problèmes, quitte à détruire son propre fils et traumatiser leur enfant. Je n'avais plus de larmes. Je n'avais plus que la rage. Cette femme, elle a tué mon fils pour de l'argent, soufflai-je d'une voix rauque. Le commandant acquiesça, les mâchoires serrées. Nous allons la retrouver. C'est une promesse. Le soir, je suis restée seule dans la chambre, veillant sur Mathieu qui s'était endormi. La lumière pâle de la lune baignait son visage fragile. Je lui ai caressé les cheveux, murmurant « Ton papa t'aimait, mon trésor. Il n'aurait jamais voulu que tu portes ce fardeau. Je te protégerai, moi. Je ferai justice pour lui. » Je me suis levée, j'ai regardé par la fenêtre le ciel sombre au-dessus de Lyon. La ville dormait. Mais pour moi, le cauchemar ne faisait que commencer. J'ai compris alors que ma vie entière allait désormais se consacrer à une seule chose. Défendre Mathieu et venger la mémoire de David. Cette nuit-là, j'ai prié. Pas pour moi, mais pour que la vérité éclate. Et que la justice française ne laisse pas impunie la trahison la plus terrible. Celle d'une mère envers sa propre famille. Et au fond de moi, une certitude se renforçait. Ariane n'avait pas agi seule. Quelqu'un l'avait aidée. Quelqu'un qui, tôt ou tard, ou mort, serait démasqué. Les jours s'enchaînèrent avec une lenteur insoutenable. À l'hôpital, le quotidien se réduisait à des gestes simples. Donner une cuillerée de soupe à Mathieu, lui essuyer le front lorsqu'il se réveillait en sursaut, rester assise des heures à lui tenir la main. Chaque nuit, il s'agitait dans ses draps, le visage crispé par la peur. Il murmurait parfois « Papa », parfois « Cache-moi », comme si la scène de cette nuit d'orage se rejouait sans cesse dans son esprit. Un matin, alors que je tentais de le rassurer en lui racontant l'histoire de son père enfant, une bêtise drôle, un vase cassé et recollé maladroitement, mon téléphone vibra. Le nom du commandant s'afficha. Je répondis, la gorge déjà serrée. « Madame Hélène, nous avons une piste. Nous avons identifié l'ancienne résidence d'Ariane, dans une banlieue de Lyon. Elle a quitté son logement précipitamment il y a 2 semaines. Voulez-vous venir avec nous ?» J'ai regardé Mathieu, assis dans son lit, ses yeux perdus dans le vide, mais son ours serré contre lui. L'idée de le laisser me brisait.
Pourtant, je savais que je devais aller au bout. « Oui, je viens », murmurai-je. L'adresse se situait dans un quartier gris, oublié, où les façades décrépites transpiraient l'humidité. Des détritus traînaient dans le caniveau, des volets pendaient de travers. Je suivais les policiers, mes pas lourds sur les pavés mouillés. À la porte, une femme au visage fermé, cigarette au bec, nous accueillit d'un regard méfiant. « Vous cherchez Ariane ? Elle est partie il y a 2 semaines, déclara-t-elle en expirant une bouffée de fumée. Elle avait l'air pressée, une valise à la main, comme si elle fuyait. Mes jambes se dérobèrent presque, exactement au moment où David avait disparu. Tout concordait. Alors que nous allions partir, un homme apparut au coin de la rue. Grand, la mâchoire dure, le cuir usé sur les épaules, le visage balafré. Il s'avança, nerveux. « Elle est encore ici ? J'ai besoin de la voir, » lança-t-il d'une voix grave. Le commandant s'interposa aussitôt. « Qui êtes-vous, vous ? Quel est votre lien avec Ariane ?» L'homme hésita, tenta de reculer. Mais 2 policiers l'empoignèrent. Après quelques secondes, il soupira, agacé. « Je m'appelle Raymond. Je suis son créancier. Elle me devait une somme énorme. Elle m'avait juré qu'elle payerait dans 2 semaines. Et regardez, plus rien. » Je sentis un frisson glacé courir dans mon dos. Ariane, criblée de dettes, avait promis de rembourser une fortune précisément au moment où David avait disparu. Tout s'éclairait avec une logique implacable. De retour à l'hôpital, je restais auprès de Mathieu, mais mon esprit n'était plus là. Je pensais au visage d'Ariane que j'avais connu autrefois, timide et rougissant à table, puis au masque dur qu'elle portait désormais. Comment une mère avait-elle pu basculer à ce point ? Était-ce l'appât du gain, la spirale des dettes, ou bien un gouffre plus ancien, plus profond ? La nuit, alors que je caressais la main de mon petit-fils endormi, un souvenir revint en mémoire. Des années plus tôt, David m'avait montré un papier, fier comme un enfant. « Maman, j'ai souscrit une assurance vie. Si jamais il m'arrive quelque chose, Ariane et Mathieu seront protégés. » Il souriait avec sincérité, persuadé de faire le bon choix. Et moi, j'avais acquiescé, ému de son sens des responsabilités. Mais il n'avait jamais changé ce document après le divorce. Ariane restait l'unique bénéficiaire. Je frissonnais. L'assurance expliquait tout. Ses dettes, ses menaces, son retour brutal dans la vie de David. 2 jours plus tard, le commandant m'appela à nouveau. « Madame Hélène, nous avons trouvé une camionnette abandonnée en périphérie de Lyon. À l'intérieur, une couverture tachée de sang et une veste de femme. Les analyses confirment. Le sang est celui de David. La veste appartient à Ariane. Je m'effondrais sur une chaise du couloir, mes mains sur le visage. Tout devenait incontestable. Elle avait vraiment détruit mon fils. Dans les heures suivantes, les policiers interrogèrent longuement Raymond, le créancier. Poussé dans ses retranchements, il finit par avouer avoir aidé Ariane à transporter un corps, croyant d'abord à une mise en scène, puis trop impliqué pour reculer. En échange d'un allègement de peine, il indiqua où Ariane se cachait, une maison délabrée aux abords de la ville. La police se mit en marche. Moi, je restais auprès de Mathieu, mais on me tint informé. Ariane fut arrêtée quelques jours plus tard, dans une petite papeterie, où elle tentait de falsifier des papiers pour fuir. Quand j'appris la nouvelle, j'étais partagée entre soulagement et désespoir. J'aurais voulu crier ma colère, la confronter, mais en même temps, je n'avais plus la force.
on me proposa d'assister de loin à son arrivée menottée au commissariat. Je la vis passer dans le couloir, les cheveux épars, le visage fermé. Elle ne leva même pas les yeux vers moi. Dans mon cœur, un mélange de haine et de pitié m'empoigna. Cette femme, que j'avais un jour accueillie comme une fille, avait détruit sa propre famille. Le procès fut organisé quelques mois plus tard, dans une salle de tribunal bondée. La presse s'était emparée de l'affaire. Je pris place au premier rang, serrant la main fragile de Mathieu. Le petit tremblait, son ours contre lui. Je lui soufflais. « Courage, mon cœur, c'est pour ton papa. » Le procureur exposa les preuves. La vidéo de surveillance de la camionnette, la couverture tachée, la veste d'Ariane, le contrat d'assurance vie. Puis vint le témoignage enregistré de Mathieu, sa voix enfantine décrivant la chute de son père et le sang sur le sol. Chaque mot me poignardait, mais il fallait l'entendre. Quand Ariane fut interrogée, elle cria « Je ne voulais pas le tuer, je voulais seulement de l'argent. » Mais ses protestations tombèrent net dans le vide. Son complice l'accusa à son tour, révélant que c'était elle qui avait exigé l'agression. À la fin, la juge, une femme au regard sévère, prononça le verdict. Prison à perpétuité pour Ariane. 20 ans pour Raymond. Les mots résonnèrent dans la salle comme des coups de tonnerre. Je pris Mathieu dans mes bras. Nous avons pleuré ensemble, des larmes de douleur, mais aussi de justice enfin rendue. Quelques semaines plus tard, j'ai fermé à jamais l'appartement de David. Trop de souvenirs, trop de fantômes. Je suis rentrée avec Mathieu dans mon village près de Paris. Il avait commencé une thérapie. Chaque soir, je lui racontais une histoire de son père. Ses jeux d'enfant, ses blagues maladroites, son sourire lumineux. Je voulais que Mathieu grandisse en se souvenant de la lumière, pas seulement de la tragédie. Un soir, en le bordant, il me regarda avec ses grands yeux sérieux. « Mamie, papa est fier de moi, tu crois ?» Je lui ai embrassé le front. « Plus que tout, mon ange. Et moi aussi, je suis fière de toi. » Je suis restée ensuite près de la fenêtre, la lune éclairant la campagne endormie. J'ai levé les yeux vers le ciel et murmuré. « David, je te promets que je veillerai sur ton fils jusqu'à mon dernier souffle. Ta mémoire vivra à travers lui. » Et dans ce silence nocturne, j'ai cru sentir une paix nouvelle, fragile, mais réelle. Les semaines passèrent, et peu à peu la vie reprit un semblant de rythme. Pourtant, rien n'était pareil. Chaque matin, je préparais le petit déjeuner pour Mathieu dans ma cuisine de village. Mais il y avait toujours une chaise vide, celle qui appartenait à David quand il venait encore nous rendre visite. Le silence me pesait, parfois plus lourd que les cris de la nuit où tout avait basculé. Mathieu allait désormais à l'école du village. Je le voyais entrer timidement dans la cour, son sac plus grand que lui, ses épaules étroites affaissées sous un poids invisible. Les autres enfants lui souriaient parfois, mais il restait en retrait, l'ours en peluche serré dans son sac comme un secret. Les institutrices m'assuraient qu'il faisait des efforts, mais qu'il s'enfermait souvent dans son mutisme. Moi, je savais qu'il portait encore les images de cette nuit d'orage, gravées dans son esprit. Chaque après-midi, nous allions ensemble chez une psychologue. Mathieu s'asseyait dans le grand fauteuil, ses jambes ne touchant pas encore le sol. La thérapeute lui parlait doucement, lui proposait des dessins, des jeux simples. Il répondait par quelques gestes, un mot parfois, un regard furtif. Je restais en retrait, observant,
le cœur serré. Je voulais croire que ce travail l'aiderait, mais je savais que la route serait longue. De mon côté, je continuais à collaborer avec la police et les avocats. Le procès avait apporté une forme de justice, mais je ne pouvais m'empêcher de revivre chaque détail. Les avocats m'avaient demandé de témoigner, et j'avais raconté, d'une voix tremblante, les appels sans réponse, l'appartement en désordre, la découverte de mon petit-fils, Koslakoli. Devant la cour, j'avais senti le poids de centaines de regards, mais je n'avais pensé qu'à une chose, faire entendre la voix de David, qu'il ne soit pas réduit à un simple dossier judiciaire. Quand la sentence était tombée, la perpétuité pour Ariane, 20 ans pour Raymond, j'avais ressenti un mélange amer. Oui, la justice avait parlé, mais rien ne me rendrait mon fils. Et surtout, rien n'effacerait la douleur de Mathieu, obligé de grandir avec cette vérité. Sa propre mère avait détruit sa famille. Un soir d'hiver, alors que nous étions assis près du feu, Mathieu me posa une question qui me glaça. « Mamie, est-ce que je ressemble à maman ?» Je le regardais, bouleversé. Comment répondre à un enfant qui cherche son reflet dans une femme devenue son cauchemar? Je posai ma main sur sa joue. « Tu as ses yeux, oui, mais ton cœur, c'est celui de ton papa. Gentil, généreux, courageux, tu n'as pas à avoir peur de lui ressembler. » Il baissa les yeux et hocha la tête, mais je vis une larme couler sur sa joue. Je l'ai serré contre moi, lui promettant qu'il ne serait jamais seul. Dans le village, les voisins étaient au courant de notre histoire. Certains nous regardaient avec compassion, d'autres avec curiosité mal placée. J'entendais parfois des murmures au marché. « C'est la famille de l'affaire de Lyon. » Ces mots me blessaient, car je ne voulais pas que Mathieu devienne l'enfant de la tragédie. Je voulais qu'il reste simplement un petit garçon, avec ses rires, ses rêves, son avenir. Alors je multipliais les efforts pour lui redonner une enfance. Je l'emmenais cueillir des pommes dans le verger voisin. Je lui racontais des histoires avant de dormir. Je lui montrais de vieilles photos de David enfant, souriant, insouciant. « Tu vois, ton papa aimait grimper aux arbres. Il tombait tout le temps, » lui disais-je en riant à travers mes larmes. Mathieu écoutait attentivement, comme s'il essayait de reconstruire une image lumineuse de son père, différente de celle, sanglante, qu'il gardait au fond de lui. Pourtant, malgré mes efforts, les cauchemars ne cessaient pas. Souvent, au milieu de la nuit, Mathieu se réveillait en hurlant. Je me précipitais dans sa chambre, le trouvais en sueur, agrippé à son ours. « Ne la laisse pas entrer !» criait-il parfois, les yeux écarquillés. Je le berçais, murmurais. « Tu es en sécurité, mon cœur. Ta maman ne viendra plus jamais. » Mais je savais que ces mots n'effaçaient pas les ombres. Moi aussi, je faisais des cauchemars. Je revoyais la porte entr'ouverte de l'appartement, la tasse brisée, les traces sur le sol. Je me réveillais en sursaut, le cœur battant, persuadé d'entendre encore le bruit sourd de la chute de David. Je me levais alors. J'allais vérifier que Mathieu dormait toujours, et je restais à son chevet jusqu'au matin. Un jour, la psychologue me dit « Madame Hélène, il faudra du temps, beaucoup de temps. Mais Mathieu est fort. Il pourra se reconstruire, surtout s'il sent votre amour chaque jour. » Je hochais la tête, retenant mes larmes. Oui, j'étais prête à donner chaque seconde de ma vie pour lui. Mais au fond, une peur persistait. Que cette blessure ne se referme jamais. Quelques mois plus tard, une cérémonie en hommage à David fut organisée à Lyon. Ses collègues, ses amis,
Ses voisins vinrent nombreux. La salle était remplie de fleurs blanches, et une grande photo de lui souriait depuis l'estrade. J'étais assise au premier rang avec Mathieu. Quand vint mon tour de prendre la parole, je me suis avancée, les jambes tremblantes. David était mon fils, mais il était aussi un père exemplaire, un ami fidèle, un homme de cœur. Il a donné sa vie pour protéger son enfant. Aujourd'hui, nous pleurons son absence, mais nous célébrons aussi son courage. Ma voix se brisa. Je sentis la main de Mathieu glisser dans la mienne. Il leva ses yeux vers la photo de son père et murmura « Je t'aime, papa ». Toute la salle se figea dans un silence bouleversant. De retour au village, je continuai à bâtir un quotidien pour mon petit-fils. Nous reprîmes des habitudes simples. Jardiner, cuisiner ensemble, marcher dans les champs. Chaque geste était une manière de lui montrer que la vie pouvait encore être douce. Mais la vérité restait là, comme une cicatrice. Il avait perdu son père, trahi par sa mère. Je savais que nous aurions encore à affronter des tempêtes, des souvenirs douloureux, des questions sans réponse. Mais une certitude me guidait. Je ne laisserai jamais l'ombre d'Ariane détruire l'avenir de Mathieu. Alors, chaque soir, en fermant les volets, je murmurais une prière. « Protège-le, David. Aide-moi à lui rendre la joie. » Et dans le silence de ma maison, je croyais parfois entendre une réponse, comme un souffle léger. « Merci, maman. » Le printemps arriva, apportant avec lui un air plus doux, des journées plus lumineuses, et l'odeur des fleurs qui envahissaient les rues de mon petit village, près de Paris. Mais dans ma maison, l'atmosphère restait lourde. Même si le temps adoucissait les plaies visibles, les cicatrices invisibles demeuraient profondes. Mathieu allait mieux en apparence. Il mangeait davantage. Il riait parfois, en jouant dans le jardin. Mais ses yeux gardaient une lueur éteinte, comme s'il voyait toujours l'ombre de cette nuit tragique. Un matin, en préparant le petit déjeuner, il posa sa cuillère et me regarda sérieusement. « Mamie, est-ce qu'on va oublier papa un jour ?» Sa question me déchira. Je me suis assise en face de lui. J'ai pris ses petites mains là-dessus pendant les miennes. « Non, mon ange, on ne l'oubliera jamais. Mais on gardera de lui ce qu'il avait de plus beau. Ses rires, sa bonté, son amour pour toi. C'est comme une lumière qu'on garde dans le cœur et qui ne s'éteint jamais. » Il hocha doucement la tête, mais je vis les larmes monter dans ses yeux. Il se leva et vint se réfugier contre moi. Je le serrai fort, murmurant « Ton papa est toujours avec nous. » Les jours suivants, j'essayais de lui offrir des instants de normalité. Nous allions au marché, achetions des fraises sucrées, flânions au bord de la rivière. Parfois, je le voyais sourire franchement, courir derrière un ballon ou éclater de rire devant une blague de son instituteur. Ces moments étaient des rayons de soleil au milieu des nuages. Pourtant, la nuit, les cauchemars revenaient implacables. Une nuit, il se réveilla en hurlant. Je me précipitai dans sa chambre. Ses draps étaient trempés de sueur, ses yeux écarquillés. « Elle est là! Elle est là !» cria-t-il, agrippant son ours avec une force désespérée. Je l'ai pris dans mes bras, répétant encore et encore « Non, mon cœur, elle n'est plus là, elle ne reviendra jamais. » Mais je savais que dans son esprit, l'ombre d'Ariane continuait de rôder. De mon côté, je vivais aussi avec mes fantômes. Chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais l'appartement de David, la tasse brisée, la porte entr'ouverte.
Je me surprenais à sursauter au moindre bruit, comme si un danger invisible planait encore. La justice avait condamné Ariane et son complice, mais rien n'effaçait la douleur. Un jour, la psychologue de Mathieu me dit « Madame Hélène, il est essentiel que Mathieu trouve une manière d'exprimer sa douleur. Le dessin, l'écriture, la musique, peu importe. Aidez-le à sortir ce qu'il garde en lui. » Alors, j'achetai des crayons de couleur et un grand cahier. Un soir, je le posai devant lui. « Tu sais, ton papa adorait dessiner quand il était petit. Tu veux essayer ?» Il me regarda, hésitant, puis prit un crayon bleu. Il commença à tracer des traits maladroits, d'abord des maisons, puis des arbres, puis peu à peu des visages. J'ai vu apparaître le sourire de son père sous ses doigts. Mon cœur s'est serré. Il dessinait la lumière qu'il voulait retrouver. Les mois passèrent ainsi, entre douleur et petits progrès. Puis vint une lettre officielle. L'assurance vie de David. Même si Ariane était condamnée, elle restait encore inscrite comme bénéficiaire. Je dus entamer des démarches administratives interminables pour faire transférer la somme à Mathieu. Les papiers, les rendez-vous, les signatures. Tout cela me fatiguait, mais je savais que c'était nécessaire. Quand enfin la décision fut rendue, l'argent fut placé sous la tutelle d'un juge pour l'avenir de Mathieu. Je regardais ce chiffre sur le papier avec un mélange amer. Cet argent, fruit du sacrifice de mon fils, avait failli être le mobile de son meurtre. Désormais, il servirait à bâtir l'avenir de son enfant. Mais à quel prix? À l'école, Mathieu progressait lentement. Un jour, il ramena une note où son instituteur écrivait « Mathieu a récité un poème devant la classe. Sa voix tremblait, mais il est allé jusqu'au bout. Nous étions tous émus. En lisant ces mots, mes yeux se remplirent de larmes. Mon petit-fils, si fragile, retrouvait un peu de force. Le soir, je le félicitais, et il sourit timidement. « C'était pour papa », murmura-t-il. Je compris alors que, malgré la douleur, David continuait de guider son fils, de lui donner du courage, même depuis l'absence. L'été arriva. Je décidai de l'emmener quelques jours en Bretagne, loin du tumulte, près de la mer. Là-bas, il découvrit les vagues, le sable, le vent qui décoiffe. Je le vis courir pieds nus, construire des châteaux, éclabousser l'eau en riant. Ce rire, clair et joyeux, résonna comme une victoire contre la noirceur. Un soir, assis sur la plage, il me demanda « Mamie, tu crois que papa voit la mer avec nous ?» Je pris une poignée de sable, la laissai filer entre mes doigts. « Oui, mon ange, il est là, partout où tu es heureux. Il vit dans chacun de tes sourires. » Mathieu sourit, ses yeux brillants dans le coucher du soleil. C'était comme si, l'espace d'un instant, la douleur s'effaçait, remplacée par une paix fragile. Pourtant, au fond de moi, une inquiétude persistait. J'avais peur que, plus tard, en grandissant, Mathieu cherche à comprendre davantage, à interroger encore et encore l'histoire de sa mère. Je savais qu'un jour, il poserait des questions plus dures. Je me préparais à lui dire la vérité, toute la vérité. Mais pour l'instant, il avait besoin de protection, de tendresse, de stabilité. Alors chaque soir, avant qu'il ne s'endorme, je lui racontais une histoire sur son père, parfois inventée, parfois réelle. Je lui parlais du David enfant qui grimpait aux arbres, du David adolescent qui rêvait de voyage, du David adulte qui riait aux éclats quand il préparait des crêpes ratées. Et chaque fois,
Je voyais Mathieu s'endormir avec un sourire léger, comme si ses récits lui construisaient une armure contre la douleur. Un soir d'août, après l'avoir couché, je restais seule devant la fenêtre ouverte. La brise chaude caressait mes cheveux. Je regardais les étoiles et murmurais « David, ton fils grandit. Il souffre, mais il avance. Je lui donnerai toute ma force. Mais j'ai besoin de sentir la tienne, là-haut. » Et dans le silence de la nuit, j'ai cru entendre un souffle, comme une réponse lointaine. Je compris alors que, même brisée, ma vie avait un but. Être la gardienne de la mémoire de mon fils et la protectrice de son enfant. Et que, malgré la douleur, il fallait continuer d'avancer, pas après pas. L'automne s'annonçait. Les feuilles jaunissaient dans les rues de Paris. Et le vent portait déjà l'odeur froide des journées plus courtes. Cela faisait presque 1 an que David avait quitté ce monde. Et pourtant, chaque matin, je me réveillais avec l'impression que tout cela n'était qu'un cauchemar dont je finirais par sortir. Mais la réalité était toujours là. Son absence, la douleur et la responsabilité immense de protéger Mathieu. Mon petit-fils avait grandi. Ses cheveux châtains tombaient chantes sur son front. Et parfois, lorsqu'il riait, j'entendais l'écho du rire de son père. Ces instants m'apportaient un réconfort que je ne pouvais expliquer. Pourtant, derrière ses yeux encore enfantins, je voyais une maturité prématurée, née de l'horreur qu'il avait vécue. Les démarches judiciaires n'étaient pas terminées. Même si Ariane avait été condamnée, son avocat cherchait à faire appel. L'idée de la revoir un jour devant un tribunal me glaçait le sang. Je priais pour que la justice reste ferme, qu'aucune faille ne permette à cette femme de retrouver la liberté. Elle avait détruit mon fils, tenté de briser mon petit-fils. Elle devait rester derrière les barreaux. Un matin, je reçus une convocation. Je devais me présenter à la cour pour confirmer ma déclaration et témoigner à nouveau. J'hésitais à y emmener Mathieu, mais son psychologue m'encouragea à l'épargner. Il n'a pas besoin de replonger dans cette douleur, Madame Hélène. Vous êtes sa voix. Vous pouvez porter ce fardeau à sa place. Alors je m'y rendis seule. Dans la salle d'audience, l'air était lourd, saturé de regards curieux et de murmures. Je m'assis, mes mains crispées sur mon sac. Lorsque l'on fit entrer Ariane, je sentis mon cœur s'arrêter. Elle portait toujours cette expression froide, distante, mais je crus voir un éclair de honte dans ses yeux. Peut-être était-ce mon imagination, peut-être pas. Je témoignais longuement. Je parlais de David, de sa bonté, de son amour pour son fils. Je racontais les cauchemars de Mathieu, ses silences, ses peurs. Ma voix tremblait, mais je ne m'arrêtais pas. Chaque mot était une pierre posée sur le chemin de la justice. Quand je quittais la barre, mes jambes tremblaient, mais je savais que je venais de défendre la mémoire de mon fils avec toute ma force. À la maison, la vie suivait son cours, rythmée par l'école de Mathieu et nos petites habitudes. Mais certaines nuits, je restais éveillée, repensant à mon fils. Je me souvenais du jour où il m'avait annoncé la naissance de Mathieu. « Maman, tu vas voir, il sera la joie de ta vie. » Il avait eu raison. Et maintenant, c'était à moi de protéger cette joie, coûte que coûte. Un soir, alors que nous étions assis tous les deux à table, Mathieu me regarda avec une intensité surprenante pour son âge. « Mamie, pourquoi maman a fait ça? Pourquoi elle a voulu du mal à papa ?» J'avais redouté cette question. Je pris une profonde inspiration, cherchant les mots les plus justes, les plus simples. « Mon chéri, ta maman a fait de mauvais choix. Elle s'est perdue. Elle a laissé la colère
et l'argent prendre toute la place dans son cœur. Mais ce n'est pas de ta faute. Tu n'y es pour rien. Ton papa t'aimait plus que tout, et moi aussi. » Il baissa les yeux, jouant avec sa fourchette. « Est-ce que je deviendrai comme elle ?» demanda-t-il d'une petite voix. Je sentis mes yeux se remplir de larmes. Je me levai, allai le serrer contre moi et murmurai « Jamais. Tu as le cœur de ton père. Tu as sa bonté. Et moi, je serai toujours là pour te rappeler qui tu es. » Les mois passèrent. Mathieu suivait une thérapie régulière et je voyais peu à peu la lumière revenir dans son regard. Ses dessins, d'abord sombres et brouillons, devinrent plus colorés. Il y ajouta des soleils, des oiseaux, des sourires. Parfois, il dessinait un homme et un petit garçon main dans la main savait que c'était lui et son père. Un après-midi, en rentrant de l'école, il me tendit un cahier. « J'ai écrit une histoire, mamie. Tu veux la lire ?» Je l'ouvris et découvris des phrases simples, mais pleines d'émotion. Il racontait un rêve où il retrouvait son papa au bord d'un lac. Ils pêchaient ensemble, riaient, et son père lui disait qu'il devait être fort pour protéger sa grand-mère. Je n'ai pas pu retenir mes larmes. Je le pris dans mes bras et lui dis « C'est magnifique, mon ange. Ton papa serait fier de toi. » Au printemps suivant, je décidai de l'emmener sur la tombe de David. Ce fut un moment difficile. Mathieu tenait une petite gerbe de fleurs dans ses mains tremblantes. Devant la pierre froide, il resta silencieux longtemps, puis murmura « Papa, je vais bien. Je te promets de rendre mamie heureuse. » Je sanglotais en silence, caressant ses cheveux. Mon petit-fils venait de prononcer des mots d'adulte, un serment qu'il n'aurait jamais dû porter à son âge. Mais dans ce serment, je vis la force de David renaître en lui. Les années passèrent encore. Mathieu grandit, entra au collège, puis au lycée. Chaque étape de sa vie fut marquée par une cicatrice invisible, mais aussi par une détermination nouvelle. Il travaillait dur, il aidait ses camarades, il protégeait les plus fragiles. Je le voyais devenir un jeune homme droit, sensible et courageux. Un soir, alors qu'il avait 16 ans, il s'assit à côté de moi dans le salon. « Mamie, je veux devenir avocat. Comme ça, je pourrais aider les enfants qui ont vécu ce que j'ai vécu. » Je le regardais, ému, et répondis avec un sourire. « Ton père serait si fier de toi. Moi aussi. Aujourd'hui, je raconte notre histoire pour que personne n'oublie, pour que d'autres mères, d'autres grands-mères, sachent qu'il est possible de survivre, même quand tout semble perdu. La douleur ne disparaît jamais complètement, mais elle peut se transformer en force. Je sais que David ne reviendra pas, mais chaque jour, en voyant Mathieu sourire, je sens qu'une partie de lui vit encore, et je me répète cette promesse. Tant que je respirerai, je protégerai mon petit-fils. Car l'amour d'une famille est plus fort que la haine, plus fort que l'ambition, plus fort que la mort. Et si un jour Mathieu me demande ce que j'ai appris de cette épreuve, je lui dirai simplement « La vie peut être cruelle, mais tant qu'on aime, tant qu'on se bat pour ceux qui comptent, on garde toujours une lumière dans l'obscurité. »